Pendant des siècles, Paris s'est construite pour durer. Puis, en quelques décennies, elle s'est construite pour impressionner. Rois, empereurs et républiques ont cherché à laisser leur marque, à inscrire leur pouvoir dans la pierre, dans l'espace, dans les perspectives. À la fin du XIXe siècle, cette ambition change d'échelle. Avec les expositions universelles de 1889 et de 1900, Paris ne se contente plus de se gouverner. Elle se montre au monde. La Tour Eiffel s'élève. Le Grand Palais et le Petit Palais ouvrent leurs verrières. Le pont Alexandre III relie les rives comme un manifeste. En quelques décennies, Paris a ajouté à son histoire des monuments devenus indissociables de son image. Des voûtes médiévales aux verrières de la Belle Époque. Des pierres des Invalides à la structure de fer de la Tour Eiffel. Du Paris des rois au Paris des républiques. Bienvenue dans le Paris monumental. Notre journée commence ici, sur l'île de la Cité, à la cathédrale Notre-Dame. Construite entre 1163 et 1345, elle affirme le cœur religieux et politique du royaume. Si elle est devenue iconique, c'est aussi par son rôle pionnier. Rosace monumentale, arc-boutant volant, double déambulatoire. Le gothique y franchit un seuil. Mais sa célébrité dépasse l'architecture. Napoléon s'y fait sacrer empereur en 1804. Victor Hugo, en 1831, la sauve de l'oubli en la plaçant au cœur de son roman. Disney en fait le bossu de Notre-Dame, puis l'incendie de 2019 la remet brutalement sur le devant de la scène internationale, ravivant son aura iconique via une émotion planétaire sans précédent. Devant nous, la façade occidentale. 3 portails sculptés, pensés comme une bible de pierre pour une population largement illettrée au XIIIe siècle. Ici, tout se déchiffre par l'image. Mais à cet endroit, il n'y a pas que la cathédrale. Juste devant nous, se trouve le point zéro des routes de France, le point à partir duquel sont mesurées toutes les distances depuis Paris. Avant d'être ce repère, cet emplacement servait aux exécutions publiques. Une potence se dressait ici jusqu'au XVIIIe siècle. En 1769, Louis XV en fait officiellement le point de départ des routes du royaume. La plaque actuelle fut posée en 1924. Un détail discret, presque invisible. Sur le parvis, la statue de Charlemagne rappelle l'héritage carolingien associé à Notre-Dame. Nous franchissons le seuil. La nef s'ouvre devant nous. 130 mètres de long. 33 mètres sous voûte. Les piliers scandent l'espace et entraînent naturellement le regard vers le chœur.
La lumière filtre par les vitraux. Elle glisse sur la pierre, la colore. Sur les côtés, les chapelles s'alignent. Des espaces plus intimes, en retrait. Au-dessus du transept, les rosaces. La rosace sud, 13 mètres de diamètre. Un cercle de verre ancien, miraculeusement épargné par l'incendie. Le chœur apparaît, restauré. Derrière, la Pietà de Nicolas Coustou, commandée par Louis XIV. Par endroits, la reconstruction est visible. Le bois neuf, la pierre nettoyée. Notre-Dame n'est plus tout à fait la même. Elle est à la fois ancienne et nouvelle. Les quais s'ouvrent devant nous. Le long du parapet, les bouquinistes. Ces boîtes vertes sont là depuis le XVIe siècle. Une image indissociable des quais de Paris. Quai de Gesvres, quai de la Mégisserie. L'été, cet axe devient Paris-Plage. Transat, parasol, brumisateur. La ville descend jusqu'à l'eau. Nous marchons le long de la Seine, profitant simplement de cet espace. Nous quittons ensuite les quais pour rejoindre le quartier du Marais. En chemin, la tour Saint-Jacques se dresse au milieu du square qui l'entoure. Dernier vestige de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, elle rappelle le Paris médiéval qui occupait autrefois ce secteur, bien avant l'organisation actuelle de la ville. Au passage, le centre Pompidou, structure inversée, tuyaux colorés. Juste devant, la fontaine Stravinsky. Un peu plus loin, la rue de Bretagne, le marché des enfants rouges, qui doit son nom aux tenues des orphelins qui logeaient là. Le plus ancien marché couvert de Paris, ouvert depuis 1615. Ici, on croise moins de touristes que de Parisiens venus faire leurs courses. Le quartier vit. Rue Charlot, rue de Poitou, rue de Torigny. L'ambiance change. Les façades racontent une autre époque.
Hôtel particulier du XIIe siècle, porte cochère, cour pavée. Avant Versailles, le Marais était le quartier de l'aristocratie. Aujourd'hui, galeries, boutiques et cafés ont pris place. Puis, l'espace s'ouvre avec la plus ancienne place de Paris, la place des Vosges. Inaugurée en 1612 sous Henri IV, elle s'appelait alors Place Royale. Un carré parfait, 140 mètres de côté, 36 pavillons de briques et de pierre, identiques sur arcade. C'est ici que naît l'urbanisme à la française. Une place pensée, dessinée, ordonnée. Au centre, un square. Des tilleuls, des bancs. Les Parisiens viennent lire, déjeuner, s'allonger sur la pelouse. Sous les arcades, des galeries d'art, des cafés, des vitrines discrètes. Au numéro 6, la maison de Victor Hugo, où il a vécu pendant 16 ans. Nous faisons le tour. Le bruit de la ville s'efface. La place des Vosges est un Paris suspendu. Place de l'Étoile. 12 avenues convergent vers un seul point, l'Arc de Triomphe. Commandé par Napoléon en 1806 pour célébrer ses victoires, il ne sera achevé qu'en 1836. « 50 mètres de haut, 45 de large. Sur les piliers, des hauts reliefs monumentaux. Le plus célèbre, le départ des volontaires, dit la Marseillaise. Sous l'arche, la tombe du soldat inconnu. La flamme est ravivée chaque soir à 18h30 depuis 1923. D'ici, la géométrie de la ville devient lisible. Un axe se dessine. Les Champs-Élysées. 2 kilomètres de descente est certainement l'avenue la plus célèbre du monde. Je passe toutes les nuits à marcher dans les rues et je laisse mon ennui. À l'origine, c'était un marécage. En 1667, le nôtre trace une allée plantée d'arbres pour prolonger les Tuileries. De comptoir en comptoir, Le nom vient de la mythologie grecque. Les Champs-Élysées, séjour des âmes vertueuses. ma mémoire. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Magasins, cinéma, fast-food, Les heures enseignes de luxe. passent, la tête en l'air, j'entre-aperçois
et ruelles. Nous la descendons vers le jardin du Rond-Point pour découvrir le théâtre Marigny, où se jouent comédies et spectacles depuis 1883. Sans toi, Un peu plus loin, le Grand Palais apparaît. Il a été construit pour l'exposition universelle de 1900. Une nef de verre et d'acier, 45 mètres sous verrière. À l'époque, c'était une prouesse technique. Aujourd'hui encore, l'échelle impressionne. Nous restons à l'extérieur. Les façades mêlent pierres, mosaïques et sculptures allégoriques. Un condensé du goût de ces années. Monumental, orné, confiant. De l'autre côté de l'avenue, le Petit Palais. Même époque, même ambition, mais celui-ci, on le visite. Passé le portail, une surprise. Un jardin intérieur cerné de colonnes. Un bassin, des plantes, une lumière douce. Aujourd'hui, la cour est en travaux. Le Petit Palais abrite aussi le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Son entrée est gratuite. Les collections vont de l'Antiquité au début du XXe siècle. Peinture, sculpture, objets d'art. Mais c'est le lieu lui-même qui marque. Les plafonds peints, les mosaïques au sol, la lumière qui tombe des verrières. Dans le jardin voisin, une sculpture impossible à manquer, le bouquet de tulipes de Jeff Koons. Une main géante tenant 11 tulipes en bronze colorées, offerte à la France en 2019 en hommage aux victimes des attentats. Devant nous, le pont Alexandre III. Sans doute le plus orné de Paris, construit lui aussi pour l'exposition de 1900. Il célèbre l'alliance franco-russe. La première pierre fut posée par le tsar Nicolas II. Quatre pylônes dorés qui ont d'ailleurs tellement marqué les esprits qu'ils ont inspiré le pont Maria Cristina à San Sebastián, en Espagne. Des lampadaires monumentaux. Des nymphes, des lions, des guirlandes. Tout ici est excès assumé. Le pont est bas, volontairement, pour ne pas obstruer la perspective entre les Invalides et les Champs-Élysées. Nous traversons.
Le dôme doré domine l'esplanade. Les Invalides. Construit sous Louis XIV à partir de 1670, nous approchons par les jardins. Les pelouses sont impeccables. Les allées rectilignes. C'était à l'origine un hospice pour les soldats blessés ou invalides. Aujourd'hui, c'est un ensemble. Église, musée de l'armée, tombeau de Napoléon. La cour d'honneur s'ouvre devant nous. Arcades, canons alignés, façade sobre. L'architecture parle d'ordre et de discipline. Le lieu impose le silence. Dans l'église du Dôme, le tombeau de Napoléon. Un sarcophage de quartzite rouge, posé sur un socle de granit vert. 6 cercueils emboîtés à l'intérieur. Autour, les noms de ses victoires gravés dans le marbre. Nous ressortons par la place Vauban. D'ici, la perspective sur le dôme des Invalides est parfaite. Nous bifurquons rue Saint-Dominique, une rue commerçante du 7e arrondissement. Boulangerie, fromagerie, caviste. Le Paris des beaux quartiers, version quotidienne. Nous faisons une pause pour reprendre des forces, car la journée est loin d'être finie. Au bout de la rue, elle apparaît. La tour Eiffel, parfaitement alignée dans l'axe. Nous traversons le champ de Mars. Autrefois terrain de manœuvre militaire, c'est aujourd'hui un parc ouvert sur la ville. Au bout, la tour Eiffel. Projet gagnant d'un concours en 1887 pour l'exposition universelle de 1889. Elle a été construite par Gustave Eiffel, malgré les critiques virulentes d'artistes et d'écrivains comme Maupassant. Prévue pour être démontée après 20 ans, elle est toujours là. Et elle doit sa survie à un usage inattendu, la télégraphie sans fil, puis les communications militaires. Après près de 7 millions de visiteurs par an, elle est devenue l'image même de Paris et le monument payant le plus visité au monde. Pour comprendre son succès, il faut quitter le sol. 7 millions de personnes font ce chemin chaque année. Nous aussi. Mais pas en gravissant toutes ces marches. Nous n'en avons pas le courage. Alors on laisse l'ascenseur faire le travail pour nous. De l'autre côté de la Seine, le Trocadéro. Le palais de Chaillot, construit pour l'exposition de 1937. 2 ailes en arc de cercle, une esplanade, des fontaines, et face à nous, la tour encadrée comme nulle part ailleurs, c'est la carte postale, celle que tout le monde connaît. Fin d'après-midi,
nous embarquons au pont d'Iéna, à bord des vedettes de Paris. Depuis la Seine, la ville se lit autrement. Les façades glissent, rive droite, rive gauche. Sous le pont Alexandre III, les dorures captent la lumière. Le musée d'Orsay, cette ancienne gare devenue musée, longe le fleuve. Le pont des Arts, autrefois couvert de cadenas, se dessine. Puis Notre-Dame, que nous avions vue ce matin, réapparaît. Le bateau contourne la pointe de l'île Saint-Louis au square Barry, puis entame le retour. La lumière baisse. La tour Eiffel reste là, point fixe dans une ville en mouvement. Paris ralentit. Une dernière montée nous attend. Direction la tour Montparnasse. Construite en 1973. 210 mètres. 59 étages. Nous montons. 38 secondes d'ascenseur. Et Paris s'ouvre. 360 degrés. La tour Eiffel, les Invalides, Notre-Dame. Tout ce que nous avons traversé aujourd'hui est là, sous nos yeux. C'est le seul gratte-ciel du centre de Paris. Et sans doute le plus critiqué. La réaction a été telle qu'aucune autre tour ne sera autorisée intramuros après sa construction. On dit souvent que la meilleure vue sur Paris est ici. Parce que c'est le seul endroit d'où l'on ne la voit pas. Un vaste projet de rénovation est en cours pour transformer son apparence et ses usages. Une tentative peut-être de réconcilier la ville avec ce qu'elle n'a jamais vraiment accepté. Le soleil descend. Le ciel bascule vers l'orange. Les toits de zinc prennent une teinte dorée. En 4 films, nous avons traversé cette ville. Le Paris intellectuel de la rive gauche, le Paris bohème de Montmartre, le Paris royal du Louvre et des Tuileries, et aujourd'hui, le Paris monumental. 4 visages, 4 atmosphères, une seule ville. D'ici, tout se rassemble. À bientôt pour de nouvelles découvertes.